Bonjour amis résistants, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre et en ce jour me vient à l'esprit un souvenir. Vous vous souvenez de Jean-François Kahn. Jean-François Kahn était un journaliste qui avait édité un hebdomadaire qui s'appelait L'événement du jeudi. Hebdomadaire très sérieux, qui a paru pendant une quinzaine d'années. Et il avait intitulé un de ses numéros, une semaine, Les cons. Et la semaine suivante, comme titre, Les salauds. J'allais dire, je crois que les deux aujourd'hui pourraient être d'actualité. Les cons, les salauds. Jean-François Kahn revient. Je crois que ce titre nous irait bien pour commenter l'actualité. L'actualité, les sondages d'opinion, vous voyez, confirment ce que je vous disais au niveau des appréhensions au niveau électoral. Les peuples déboussolés, inquiets, désorientés par la rapidité de l'évolution du monde, de ses transformations, les peuples oublient les leçons du XXe siècle et reviennent aux idéologies qui ont fait les malheurs des années 30 et 40. Ah, non pas que ça se ressemble. Je ne suis pas du même avis que le philosophe Georges Santayana, 1863-1952, qui indiquait « Les peuples qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. » Non, l'histoire ne repasse pas les plats quand ils sont mauvais. On ne revivra pas le franquisme, le mussolinisme, l'hitlérisme. Tout ça, c'est le passé, ça ne reviendra pas. Et c'est pas la peine de rejouer la guerre d'Espagne 80 ans ou 100 ans après. Mais, le fondement idéologique de ces perversions de l'esprit sont toujours présents. Et dans certaines formations politiques de notre temps, je retrouve tous les ingrédients, tout le socle de la pensée qui ont fait le malheur des peuples et qui avaient été complètement évacués en 1945-1950, où les peuples avaient appris à leurs dépens ce que certaines idéologies mortifères pouvaient apporter comme somme de malheur. Eh bien, actuellement, tout ça est oublié et nous voyons des gens voter massivement pour chasse, pesticides, bitume, béton et tradition, pour ce parti républicain américain ou français, qui se ressemble d'ailleurs, et qui sert les intérêts de groupes de pression, de lobbies, de mafias, contre les intérêts des citoyens, des salariés, du peuple, des petites gens, et surtout contre les intérêts de la biodiversité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale française va voter une dérogation à la prohibition de l'emploi de néonicotinoïdes pour satisfaire le lobby agricole betteravier, pour que ces poisons redoutables puissent être utilisés pour la culture de dizaines de milliers d'hectares de betteraves dans le nord-ouest de la France. Aucun doute que l'invraisemblable parti Les Républicains votera bien sûr pour chasse, pesticides, bitume, béton et tradition et soutiendra le lobby agricole. C'est la vocation première de cet invraisemblable parti. Probablement que les petits soldats du président suivront le monarque, puisque le monarque a décidé par son ministre de l'Agriculture de, entre guillemets, sauver la filière betteravière en autorisant l'emploi de ces poisons qui avait été interdit par une loi de 2016. Bon, dérogation, on sait ce que ça veut dire, c'est habituel en la matière, on édicte des règles, on tient des discours, puis pour satisfaire les lobbies, on déroge. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les néonicotinoïdes sont des poisons violents et des poisons récurrents. Alors, que nous disent les imposteurs ? Mais c'est pas très grave, parce que les betteraves, nous ne les laissons pas fleurir, donc les insectes pollinisateurs, et notamment vos sacro-saintes abeilles, ne risquent rien. C'est oublier que ces poisons sont rémanents, restent dans le sol, et peuvent être entraînés par l'eau. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment au Japon, où on a vu des lacs complètement stérilisés par l'écoulement de ces produits dans les eaux de ces lacs. Ça détruit toute la biodiversité, et ce qui explique, entre autres, le crime d'écocide que perpétue l'agriculture productiviste qui a fait disparaître
80% des insectes d'Europe et qui fait disparaître en même temps, évidemment, ce qui se nourrit des insectes, c'est-à-dire les oiseaux et la petite faune. Bon, mais ça ne préoccupe pas ces gens-là. Ce qui compte, c'est faire de l'argent très vite, c'est satisfaire à la fois les intérêts de l'agrochimie, des entreprises comme Bayer, et les lobbies agricoles. Alors qu'une autre politique, beaucoup plus sociale et beaucoup plus écologique, serait possible, car il ne s'agit pas de laisser tomber les salariés des industries sucrières. L'État pouvait aider autrement ce qu'ils appellent la filière, aider les gens qui y travaillent à une reconversion et l'agriculture à une diversification des productions, notamment des productions fourragères, ce qui eût évité d'importer du soja OGM d'Amérique. Mais tout ça, évidemment, c'est loin des préoccupations des lobbies. Alors ce que je dis, c'est que les gens qui délibérément, pour faire de l'argent, pour spéculer, empoisonnent la terre, détruisent la nature et compromettent la santé des humains, ces gens-là devraient répondre devant les tribunaux de leurs crimes, et notamment du crime d'empoisonnement. J'en veux un autre exemple dont j'avais évoqué l'existence dans l'une de mes précédentes chroniques. On a vu le ministère de l'Agriculture française, qui est un ministère dépendant, qui est un ministère sous contrôle, autoriser pendant des décennies l'emploi d'un insecticide redoutable, le chlordécone, aux Antilles, notamment pour le traitement des bananeraies. Les Américains, qui ne sont pas des écologistes de première ligne, avaient banni le chlordécone de l'emploi agricole parce que ce poison est redoutable et notamment provoque chez les populations humaines des cancers de la prostate qui actuellement fleurissent aux Antilles du fait du chlordécone. Mais un industriel français voulait écouler son stock de chlordécone et le ministère a autorisé pendant une quinzaine d'années l'emploi de ce poison. Est-ce que l'industriel en question, qui malheureusement est mort dans son lit sans répondre de son crime, et le ministère de l'Agriculture de l'époque ne devraient pas connaître les bancs des cours d'assises pour crimes d'empoisonnement? Combien de centaines, voire de milliers d'Antillais ont-ils tué par le cancer pour écouler leur poison? Eh bien, je souhaiterais qu'un jour, on puisse juger ceux qui aujourd'hui autorisent les néonicotinoïdes qui sont potentiellement cancérogènes et qui le savent, mais qui pour des raisons bassement financières, spéculatives, autorisent l'emploi de poisons redoutables. Il faut que ces gens-là répondent de leurs crimes d'écocide et de leurs crimes d'empoisonnement contre les populations. Évidemment, il faut des rapports scientifiques tout à fait objectifs et rationnels pour démontrer ce que je dis. Car il ne s'agit pas d'accuser à la légère. Je me tourne vers les scientifiques indépendants, vers des laboratoires indépendants, pour déterminer la dangerosité d'un produit, et s'il s'avère qu'un produit que je considère comme probablement très dangereux s'avère être dangereux, ces gens-là doivent répondre du crime d'empoisonnement. Il faut cesser de voir échapper les délinquants qui dirigent le monde de leurs responsabilités. Nos prisons sont pleines de psychopathes, de pauvres gens, dont la place serait d'ailleurs plutôt en hôpital psychiatrique qu'en prison. Et les dirigeants, les ministres, les chefs d'État, les décideurs échappent lorsqu'ils commettent des infractions ô combien plus graves. Vous savez, les dessous de la République ne sont pas toujours très propres. Quand vous constatez que nombre d'anciens premiers ministres
après avoir connu le Capitole, connaissent la roche tarpéienne et finissent en correctionnel, on peut quand même se poser des questions. Oh, évidemment, comme ils ont d'excellents avocats qui savent utiliser le code de procédure pénale et les pressions diverses, ils sont jugés 15 ans, 20 ans après leurs méfaits. Mais les délits sont là, les fautes sont là. Alors, je dois dire une chose, c'est qu'à la République des coquins, je préfère la République des juges, et notamment, je rends hommage, et ce n'est pas gratuit, au parquet national financier, qui a la lourde tâche, la responsabilité ô combien dangereuse, d'enquêter sur des personnages qui se croyaient intouchables et qui se veulent intouchables, comme si un président, un ministre, un directeur, un avocat n'était pas, comme un magistrat d'ailleurs, comme un professeur d'université, comme un grand patron, comme si tous les citoyens n'étaient pas égaux en droit et en responsabilité. Moi, je ne suis pas choqué qu'un magistrat, qu'un avocat, qu'un patron soit mis sur écoute téléphonique. Le code de procédure pénale, l'article 100 le prévoit quand c'est sous garantie judiciaire et pour déterminer des trafics, trafic de drogue, trafic d'influence ou autre. Tout le monde doit répondre de ses fautes. Enfin, je dis cela, voyez-vous, c'est pas tout à fait par hasard. Et les gens qui sont un peu avertis comprennent ce que je veux dire. Tiens, je voudrais parler d'un de mes amis, que je remercie, Jean-Paul Richier, qui a bien voulu me communiquer une page écrite actuellement par notre garde des Sceaux, qui, comme vous le savez, fut avocat dans une vie antérieure. Et cet homme consacrait quelques lignes à ma personne. Il mentionne l'existence d'un magistrat dans le sud-ouest de la France qui fut vice-président du ROC, Rassemblement des opposants à la chasse, qui comparait les chasseurs à des meurtriers, dit-il. Bon. Merci Jean-Paul de m'avoir indiqué cette bafouille que je n'aurais pas découvert par moi-même parce que je n'ai pas de temps à perdre. Alors là, je souris un peu parce que je suis juriste de formation et à la différence de cet avocat, je sais ce que les mots veulent dire. Et je ne retire rien de mes propos, mais je ne peux pas dire que les chasseurs soient des meurtriers, je vais m'expliquer là-dessus. D'abord en vous donnant quelques définitions juridiques. Qu'est-ce qu'un meurtre et qu'est-ce qu'un meurtrier? Le meurtre, en droit, c'est le fait de tuer volontairement une personne, un être humain. C'est un homicide, mais un homicide volontaire. Quand quelqu'un meurt par accident, c'est un homicide involontaire. Le meurtre, c'est un homicide volontaire. Quelle est la différence entre le meurtre et l'assassinat? L'assassinat, c'est un meurtre qui est prémédité, c'est-à-dire que la personne prépare à l'avance, réfléchit qu'il va tuer quelqu'un, le fait volontairement, mais en ayant préparé ce meurtre. Donc, qu'est-ce que la chasse par rapport au meurtre? Juridiquement, la chasse n'est pas un meurtre, puisque le meurtre, c'est le fait de tuer une personne, un être humain. J'ai dit, et soyons précis, et je l'assume, qu'entre la chasse et le meurtre, il y a une différence de degré, mais pas de différence de nature. C'est ce que j'ai dit et ce que je maintiens. Pourquoi? Parce que j'estime qu'un homme ne doit pas tuer pour se distraire, ne doit pas supprimer une vie, ne doit pas occasionner à un être sensible des souffrances, et ce, à titre de pur loisir pour s'amuser. Donc, si vous voulez, c'est la phrase de Camus. Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Il voulait dire par là qu'un homme ne fait pas n'importe quoi. Un homme, ça doit répondre de ses actes, assumer ses actes, et que parmi ses actes, la première règle éthique, c'est de ne pas occasionner à autrui, quel que soit cet autrui, une souffrance et la mort. Que ce soit un homme, c'est un meurtre, ou que ce soit un animal, parce qu'un animal est un être sensible. Voilà. Alors,
j'assume tout à fait ce que j'ai indiqué en rectifiant l'erreur de droit commise par cet ex-avocat garde des Sceaux. Un chasseur n'est pas tout à fait un meurtrier. Une différence de degré, il n'y a pas de différence de nature, parce que tuer, c'est tuer. Tuer, c'est tuer, et c'est prendre du plaisir à occasionner la mort d'un être vivant à titre récréationnel, ce qui est tout de même très grave. Alors, certains vont me dire, bah alors, la prédation, que pensez-vous de la prédation dans la nature? Parce que si vous n'aimez pas que l'on tue, c'est vrai, vous avez peut-être raison, mais au fond, est-ce que la vie ne se nourrit pas de la mort? Est-ce que finalement, les animaux eux-mêmes ne s'entre-dévorent pas et que même toute vie, à la limite même la vie végétale, qui se nourrit de l'humus du sol, toute vie naît de la mort? J'entends ce raisonnement. Mais comme le disait mon ami Théodore Monod, quand la nature a créé le tigre, elle ne nous a pas demandé notre avis. La nature est ce qu'elle est. Mais nous sommes des hommes. Et justement, quel est le propre de l'homme? Le propre de l'homme, c'est d'avoir une conscience. C'est d'avoir une conscience. Est-ce que le cosmos a une conscience? Est-ce que les atomes, est-ce que les molécules ont des consciences? Est-ce que les pierres, les végétaux, les êtres vivants ont des consciences? Question. L'homme a une conscience, et l'homme qui a une conscience, justement, cesse d'être un agent de mort. C'est peut-être ça, le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est pas, comme on l'a cru longtemps, le rire. Ce n'est pas l'intelligence, les animaux n'en manquent pas. Le propre de l'homme, c'est peut-être justement de récuser la chasse, la tauromachie, la mort, donnée à titre gratuit, la souffrance occasionnée à autrui. C'est cela la dimension d'être humain. Être humain, c'est refuser d'occasionner à autrui un mal, quel qu'il soit. Je crois que c'est ça le propre de l'homme. Et l'hominisation, le processus d'hominisation, qui n'est pas parachevé, passe par ce respect du vivant, par ce respect de la nature et par ce respect entre les êtres humains. Nous en sommes encore bien loin. Et les idéologies qui mènent le monde actuellement restent des idéologies mortifères qui écrasent les plus faibles, les plus humbles, qui, pour faire de l'argent, détruisent la vie sur terre, exploitent les hommes, avilissent les hommes. Réagissons si nous le pouvons. Vous qui êtes des opposants à ce système pervers, létal, vous qui êtes des résistants, unissez-vous, soyez mobilisés pour le seul combat qui vaille, le combat pour la vie. C'est ça notre devoir d'êtres humains. C'est ça que la vie nous assigne. C'est de faire avancer la conscience. Chers amis, je vous donne, si vous le voulez bien, rendez-vous la semaine prochaine en vous remerciant de diffuser nos idées, puisque, comme je le dis toujours, les médias ne le feront bien sûr pas, puisque la censure règne. À bientôt, si vous le voulez bien.